Bonjour et bienvenue dans votre magazine international. Bonjour, bienvenue sur LN24. Tout d'abord dans ce magazine international, focus sur ce qu'on pourrait appeler le mensonge chinois. Le premier cas de Covid-19 en Chine remonterait au 17 novembre 2019 et non au 8 décembre comme l'avaient annoncé les autorités chinoises. Un docteur devenu martyr, le docteur Li Wenliang, 34 ans, lanceur d'alerte, est l'un des premiers médecins morts du coronavirus, mais aussi Chen Qiqi, un avocat de formation qui a décidé de partir pour Wuhan pour rendre compte de la situation. Il a depuis été placé en quarantaine forcée. Nous entendrons l'un de ses tout derniers messages avant d'avoir été mis en quarantaine forcée. La Chine a-t-elle dit toute la vérité et rien que la vérité? Décryptage avec nos experts dans un instant. En deuxième partie d'émission, nous serons avec Nicolas Begart, professeur de communication politique à Sciences Po Paris, à l'IEX et à l'ULB ici à Bruxelles. Nous analyserons les dessous des discours et des actes des politiques en ce temps de crise. Pour les Chinois, c'est un virus amené par des militaires américains. Pour Donald Trump, c'est un virus chinois, il ne manque d'ailleurs pas de le rappeler. Et pour Emmanuel Macron, pas de bouc émissaire ou de responsable direct, mais une phrase gravée à jamais dans l'histoire: nous sommes en guerre. En dernière partie de ce Mag Inter, nous nous intéresserons cette fois-ci à l'explosion du nombre de fake news liées au coronavirus, mais aussi aux nombreuses théories du complot qui peuvent circuler sur le net. Nous serons avec Vincent Flibustier, fondateur du média parodique Nord Presse. Le Mag Inter, ça démarre tout de suite. On est ensemble pour une heure, avec nous par Skype depuis Paris, Jean-Philippe Béja, sinologue, politologue, spécialiste donc de la Chine et directeur de recherche émérite au CNRS. Merci d'être avec nous. Et puis, depuis Taïwan, Cédric Alviani, vous êtes le directeur du bureau de Reporters sans frontières en Asie de l'Est. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on démarre tout de suite avec plus de 80 000 cas et un peu moins de 3 300 décès officiellement recensés. La Chine est le second pays le plus touché au monde par le Covid-19 après l'Italie. Pourtant, la crise serait contrôlée, les chiffres seraient en baisse, en tout cas selon les autorités chinoises. Mais quelle fiabilité donner à cette affirmation qui nous vient donc tout droit de Chine? On voit ça avec Brio Becker, c'est Guillaume Denil. 3月20日0时至24时，各省区市和新疆生产建设兵团报告。 Depuis le 19 mars 2020, la Chine n'a plus aucun nouveau cas local de coronavirus Covid-19. Après 4 mois d'épidémie, 80 000 personnes infectées et plus de 3 000 morts, la situation semble enfin sous contrôle. Dans le même temps, le régime apporte massivement son soutien aux pays dans le besoin. Plusieurs dizaines de tonnes de matériel sont offertes à l'Occident, des médecins chinois sont envoyés en Italie pour partager leur savoir-faire, des millions de masques et de tests pour le Covid-19 sont offerts et acheminés par Alibaba, le géant de l'e-commerce chinois. Alors question, peut-on croire le régime chinois quand il dit avoir la situation sous contrôle? Et que cache cette aide internationale? Quand vous avez un gouvernement qui a fait arrêter des journalistes, des médecins, qui a procédé par la peur et l'intimidation pour dissimuler une épidémie, peut-on leur faire confiance quand ils nous disent que l'épidémie est en train de s'arrêter? C'est une vraie question. Pour Vanessa Franville, il est important d'être prudent. Alors que le monde occidental est touché de plein fouet par la pandémie, le pouvoir chinois entame une campagne massive de désinformation pour tenter d'une part de faire oublier son rôle dans la propagation internationale de l'épidémie et d'autre part de renforcer son emprise sur le peuple chinois à un moment où le régime autoritaire est fortement critiqué par ses propres citoyens. La Chine a tout intérêt à mentir sur l'état actuel de la situation. Premièrement, il y a un enjeu économique énorme. Depuis 2013, la Chine développe massivement le projet des nouvelles routes de la soie. Un projet évalué à près de 1 000 milliards de dollars, investi par le président Xi Jinping pour construire des ports, des gazoducs, des routes et d'autres moyens de transport dans le monde afin d'optimiser l'exportation chinoise vers les pays occidentaux, et plus particulièrement vers l'Italie. Il y a une volonté politique de se montrer leader international, de venir sauver l'Union européenne, les États-Unis, fournir une aide que les pays occidentaux sont incapables d'approvisionner eux-mêmes. Il y a dans cette générosité aussi une dette de redevabilité qu'il faut bien prendre en compte. Si ce n'est pas une dette financière, elle sera certainement morale.
Deuxièmement, pour redorer son image sur le plan international, la Chine a absolument besoin de faire oublier sa mauvaise gestion au début de l'épidémie. Et pour ce faire, elle sème le doute. Des journalistes du New York Times ont analysé des milliers de tweets émis par des comptes officiels de diplomates chinois. Tous relaient un message selon lequel le virus aurait été créé par un laboratoire américain. Une théorie pourtant démentie par de nombreux spécialistes. C'est une attitude de déresponsabilisation qui vise essentiellement à effacer l'historique de ce virus et surtout à effacer la façon dont s'est répandue cette épidémie. C'est une stratégie qui vise à enrichir un discours sur une Chine en maîtrise totale, dans un monde où l'Occident serait en déclin, la Chine en plein essor, et dans un monde où un régime autoritaire permettrait d'endiguer des épidémies alors que les démocraties n'auraient pas ce pouvoir. Résumons. Toutes ces actions font partie d'une stratégie internationale. Mais la Chine doit également reconquérir la confiance de ses propres citoyens. Pour comprendre, il faut retourner au début de cette épidémie. Selon une enquête d'un journal basé à Hong Kong, le premier cas de Covid-19 aurait été annoncé aux autorités chinoises le 17 novembre 2019. Pourtant, l'Organisation mondiale de la santé ne sera alertée que le 31 décembre, soit 1 mois et demi plus tard. Yes, this is a new coronavirus. Because it's a respiratory pathogen, we wouldn't be surprised if there was some limited human-to-human transmission. Il est désormais prouvé que le régime chinois a activement tenté d'étouffer les premières alertes concernant l'épidémie. Début décembre, un médecin de l'hôpital de Wuhan, là où l'épidémie a débuté, le docteur Li Wenliang, envoie un message groupé à ses collègues. Il les met en garde contre un mystérieux virus qui semble se propager dans les hôpitaux de la ville. Quelques jours plus tard, il est convoqué par la police. Celle-ci le force à signer une déclaration selon laquelle il répand de fausses informations. À ce moment, 41 personnes sont infectées par le coronavirus Covid-19. L'épidémie ne fait que commencer. Quelques semaines plus tard, le docteur Wenliang contracte également le virus. Le 7 février 2020, il décède des suites de la maladie. Une vague de révolte très rare se répand alors au sein de la population chinoise. Des appels à plus de liberté d'expression se répandent massivement sur les réseaux sociaux avant d'être censurés. Malheureusement, il est déjà trop tard, des dizaines de milliers de personnes sont contaminées et le virus commence à se répandre à l'international. Registriamo 627 nuovi deceduti. Ces tests sont positifs pour le coronavirus. 累计报告确诊病例80409例。 La désinformation, la dissimulation, le manque de transparence sont les principaux responsables de l'épidémie, en tout cas en Chine. On voit qu'il y a eu un changement très clair dans les comportements. On a d'abord constaté un comportement de personnes tout à fait exaspérées, qui avaient le sentiment d'avoir été trahies. Aujourd'hui, on voit au contraire une certaine forme de fierté patriotique. Ce que voient la plupart des Chinois, c'est que la Chine est en train de guérir et que les choses s'améliorent, alors que dans le reste du monde, c'est le chaos. En ces temps de crise, il ne fait aucun doute que l'aide apportée par le gouvernement chinois est vitale et permettra de sauver de nombreuses vies en Europe. Actuellement, il n'y a aucune preuve que les chiffres soient falsifiés. Néanmoins, l'enjeu économique titanesque, l'historique de propagande du régime chinois et la perte de crédibilité de celui-ci au niveau national nous poussent à rester prudents face aux chiffres annoncés par un gouvernement qui a tout intérêt à réécrire l'histoire. Une séquence réalisée par Brio Beckers, Guillaume Denil avec Vincent Schmitt. Une séquence que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux dès cet après-midi. Alors Jean-Philippe Béja, vous êtes sinologue, donc spécialiste de la Chine. La gestion de ce début de crise n'a-t-elle pas montré finalement les travers dictatoriaux du gouvernement chinois ? Oui, certainement. En même temps, je dois dire que vivant actuellement en France, je me sens dans une très mauvaise position pour essayer de donner des leçons, car la manière dont l'épidémie a été gérée en France depuis ses débuts n'est pas tellement digne d'éloge. Alors évidemment, ce qui s'est passé au départ en Chine, c'est cette manie du secret, cette volonté évidente de cacher la vérité, notamment parce que cela risquait d'avoir une influence extrêmement importante, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi à l'international. Donc la première réaction, c'est la réaction typique du Parti communiste chinois, étouffer l'affaire, ne rien dire. D'autant plus, mettez-vous à la place des dirigeants locaux, s'ils ont quelque chose qui est extrêmement grave qui arrive dans leur province, ils risquent eux aussi d'être punis
pour avoir été incapable de maintenir l'ordre. Alors là, c'était l'ordre de la santé, mais ça peut être aussi l'ordre public, bien sûr. Ce qui m'a beaucoup étonné, moi personnellement, ce sont les déclarations du maire de Wuhan. Le maire de Wuhan lui-même a déclaré au mois de janvier qu'il il avait essayé de rendre public le problème du coronavirus, mais que la loi adoptée depuis le SRAS obligeait à avoir l'accord du pouvoir central pour rendre publique cette information, et que donc il a dû se taire, ce qui expliquerait en partie le décalage. Alors évidemment, je suis pas en train de je crois pas entièrement ce que dit le maire de Wuhan, mais c'est quand même intéressant qu'à ce moment-là, il y ait eu une critique du pouvoir central, ce qui est une chose extrêmement rare. Alors autrement, les lanceurs d'alerte, eh bien évidemment, en Chine, les lanceurs d'alerte n'ont pas leur place, et bien évidemment, le cas du docteur Li Wenliang est très parlant en ce sens. Le docteur Li Wenliang, rappelons-le, est un membre du Parti communiste. Hein. Mais quand il a appris cette affaire du coronavirus, il a évidemment, il a fait comme font une grande partie des Chinois d'ailleurs, il a partagé l'information sur son groupe de WeChat avec des collègues, etc. Et puis, comme le net en Chine est entièrement surveillé par la police, la cyberpolice, eh bien, il a été immédiatement convoqué pour ce qu'on appelle boire le thé. Boire le thé, ça veut dire que vous êtes convoqué par la police pour interrogatoire, et on lui a dit qu'il fallait absolument arrêter de propager des rumeurs, qu'il était en train de mettre en danger l'ordre public. Et d'ailleurs, lui-même s'est soumis à cette décision du parti. Mais tout de même, il a continué à parler avec ses amis, à parler autour de lui. Il a été envoyé en première ligne et il a été lui-même atteint du coronavirus. Et ses dernières paroles, c'est ça qui a fait énormément de bruit, bien sûr, ça a été de dire on ne peut pas lutter à armes égales s'il n'y a pas plusieurs voix qui se font entendre. Il faut que plusieurs voix se fassent entendre. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un hashtag Yanunzio, c'est-à-dire liberté d'expression, qui a mobilisé l'ensemble des réseaux sociaux pendant un certain temps, d'ailleurs, ce qui était étonnant, puisque normalement, c'est assez simple de supprimer les posts, mais là, ça a été un véritable mouvement dans l'ensemble du pays, et Li Wenliang est devenu un héros populaire. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment, dans un deuxième temps, le Parti communiste a lancé une enquête et a essayé de récupérer ce héros en disant « Mais Li Wenliang était un communiste, et justement, il n'est pas du tout dissident, c'est pas du tout un opposant. Il faut absolument, Li Wenliang prouve que la direction du Parti communiste est tout à fait juste. » Personne n'est dupe. Tout le monde sait très bien qu'on l'a empêché de parler et que qu'il soit membre du Parti communiste ou pas, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est son testament, et son testament, c'est il ne peut pas y avoir une seule voix. Pour arriver à vivre, il faut que plusieurs voix puissent s'exprimer dans un pays. Alors justement, Cédric Alviani, on parle ici de chiffres en baisse en Chine. Peut-on faire confiance aux informations qui nous sont communiquées par les autorités chinoises? À quel point sont-ils fiables? Et s'ils ont menti jusqu'à présent, pourquoi est-ce qu'ils s'arrêteraient aujourd'hui? La Chine est 177e dans le classement Reporters sans frontières de la liberté de la presse, qui comporte 180 pays et territoires. Donc c'est vous dire s'il est difficile de pouvoir faire confiance dans des informations fournies par les autorités chinoises. Reporters sans frontières a publié hier la chronologie des premiers jours de la crise, et elle démontre vraiment très clairement que s'il n'y avait pas eu le contrôle et la censure imposés par les autorités, les médias chinois auraient informé bien plus tôt le public de la Cédric Alviani, pour être tout à fait complet, donc votre communiqué de presse, c'était donc si la presse chinoise était libre, le coronavirus ne serait peut-être pas devenu une pandémie. C'était la communication de RSF. Voilà, mais simplement on analyse la situation jusqu'au jour où le virus est sorti de Chine. Et évidemment, il ne s'agit pas de dire que c'est la faute du peuple chinois s'il y a actuellement une pandémie. Il ne s'agit pas de dire non plus que la Chine est responsable du chaos actuel dans le monde, ce qui n'est évidemment pas vrai. Mais c'est bien la politique de censure et de surveillance des médias pratiquée par le régime chinois qui a créé les conditions de l'éclosion et de la propagation de l'épidémie. Alors la leçon, à mon avis, qu'il faut retenir, c'est que l'absence de liberté de la presse dans des régimes autoritaires comme la Chine, on ne peut plus dire que c'est une question de politique intérieure des États. Ça fait peser un danger sur la communauté internationale tout entière,
et c'est la responsabilité de la communauté internationale de faire en sorte que ces États cessent ce type de pratique et arrivent à un niveau de transparence qui nous permette de leur faire confiance. Alors, Jean-Philippe Béja, on l'a vu, donc la dissimulation d'informations, on l'a vu donc avec le South China Morning Post, que les autorités étaient au courant donc de la propagation de cette maladie depuis le 17 novembre, mais qu'aucune mesure n'avait été prise avant fin décembre. Certains médecins, certains médias ont essayé de faire circuler cette information, mais ils se sont retrouvés face à des intimidations, parfois même des arrestations. Alors Jean-Philippe Béja, ce serait quoi, une volonté délibérée de cacher l'information, ou plutôt une volonté de la minimiser pour ne pas créer de panique ? Écoutez, il y a plusieurs. Bon, cette question d'épidémie est une question extrêmement complexe parce que évidemment, si on donne des fausses informations et si on aggrave on risque effectivement d'aggraver la panique. Donc, je crois que le fait que la pneumonie ait été découverte le 17 décembre, c'est pas le 17 décembre qu'on pouvait parler d'une épidémie. Il faut de toute façon un certain temps. Je ne suis pas épidémiologue, mais je vois bien que il arrive souvent d'avoir un cas. Donc, je ne pense pas qu'il faille dire qu'ils savaient depuis le 17 novembre, ils auraient dû le dire le 17 novembre. Ce n'est pas tout à fait évident. Mais évidemment, il y a eu énormément de retard, et ce retard s'explique d'abord, comme je le disais, par la culture même du secret, c'est la culture du Parti communiste. Il n'est pas question de donner les mauvaises nouvelles, parce que ça risque d'atteindre le moral de la situation, de la population, pardon. Et puis, d'autre part, il y a effectivement le fait qu'une épidémie, c'est quelque chose de très, très grave, et il faut que les autorités politiques puissent juger. Alors, il y a eu des réactions qui sont très difficiles à comprendre. Xi Jinping, par exemple, le numéro 1 chinois, qui, le 28 janvier, annonce qu'il avait donné un conseil le 7 janvier pour dire de lutter contre l'épidémie. On ne comprend pas du tout ce que ça veut dire. Pourquoi faire ça? Alors, le fait aussi que ce n'est pas lui qui a été en première ligne dans la lutte contre cette épidémie, alors qu'il est aujourd'hui le grand timonier, la personne qui est responsable de tout. Il s'est mis derrière Li Keqiang et il n'est réapparu véritablement que lorsque la situation a commencé à s'améliorer à Wuhan. Donc, si vous voulez, cette épidémie arrive dans une période où il y a eu énormément de difficultés pour la direction chinoise. Il y a eu la guerre commerciale avec les États-Unis, et puis il y a eu les événements de Hong Kong qui ont beaucoup affaibli la direction de Xi Jinping. Et bien sûr, cette épidémie risquait elle-même aussi d'être un danger pour lui. Alors maintenant, le pouvoir essaye au contraire de mettre cette victoire sur l'épidémie au crédit de la grande direction de Xi Jinping. Mais là aussi, il y a eu un certain nombre d'oppositions, notamment le nouveau secrétaire de Wuhan avait organisé des réunions pour préparer la population à remercier Xi Jinping de son attitude déterminée, et cette information a été retirée, ce qui prouve que ça pose un certain nombre de problèmes. Quant au changement, à la victoire sur l'épidémie, est-ce qu'elle est vraie ou pas? Non, on ne peut pas, bien sûr, se fier aux statistiques chinoises, mais en même temps, les dirigeants chinois n'ont aucun intérêt aujourd'hui à annoncer qu'elle est finie si elle reprend de plus belle dans les jours qui viennent. Je crois qu'il y a effectivement, ils ont dû atteindre le pic de l'épidémie et les choses doivent s'arranger dans une certaine mesure, ce qui prouverait que le confinement imposé aurait été quelque chose d'important, aurait servi, et c'est quelque chose qui est important aussi pour nos pays aujourd'hui. Donc je crois que là-dessus, non, on ne peut pas croire aveuglément les chiffres chinois. Li Keqiang, le Premier ministre aujourd'hui, a lui-même dit qu'il ne fallait absolument pas dissimuler les chiffres d'infection, car c'était un crime. Aujourd'hui, c'est considéré comme un crime. Donc je crois qu'il y a effectivement la conscience chez les dirigeants centraux que les dirigeants locaux vont essayer de dire que tout va bien chez eux, mais en même temps, je crois qu'il doit effectivement y avoir une certaine amélioration, et c'est assez logique d'après ce que disent les épidémiologistes si on regarde la courbe, mais je crois qu'il n'est pas possible véritablement, il serait impossible et contre-productif pour les autorités de dire
que c'est complètement fini, alors que ça reprend de plus belle. Alors, vous le dites, donc les Chinois n'ont plus énormément de raisons de mentir à l'heure actuelle. Alors, on l'a vu dans le reportage, on a quand même l'impression que la Chine veut d'une certaine manière peut-être se déculpabiliser en tentant de venir en aide aux pays touchés. On a vu des médecins chinois envoyés dans différents pays, on a vu des aides, par exemple des masques qui étaient aussi envoyés. Ce serait quoi ça, Cédric Alviani? Ce serait une sorte d'opération de communication, une volonté de se montrer comme leader international ou peut-être même comme sauveur international? Absolument. Quand on a une part de responsabilité dans un problème, on essaye de faire en sorte de la faire oublier ou on essaye de faire en sorte de montrer qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour améliorer les choses. Il y a un discours en ce moment de tous les ambassadeurs, notamment de Chine, qui est de poser la Chine en victime, même en double victime. Victime du hasard qui veut que le virus, d'où qu'il vienne, serait éclos et se serait développé en Chine, et victime d'attaques occidentales vicieuses qui visent à faire porter le chapeau au peuple chinois et à mettre en cause le développement de la Chine, etc. Et ça, c'est évidemment une manière d'essayer de cacher la responsabilité dans les premiers jours de l'épidémie, parce que c'est évident quand on regarde les chiffres. Le 20 décembre, c'est-à-dire un mois après le premier cas, il y avait déjà 60 malades à Wuhan atteints de cette pneumopathie, et on savait que c'était des gens dont une partie fréquentait le marché aux poissons de Wuhan, et les autorités n'ont rien dit à la presse, n'ont pas communiqué sur la question, donc d'une certaine manière, ils ont encouragé le développement de cette crise-là. Alors, les ambassadeurs disent une autre chose qu'il faut réfuter, c'est que le fait que la Chine soit soumise à un régime autoritaire est quelque chose de positif qui a permis de mieux suivre les mesures de confinement et finalement de lutter contre le virus d'une manière mieux coordonnée. C'est pas vrai du tout, il n'y a aucune corrélation entre les deux. La preuve, c'est Taïwan. Taïwan, c'est une démocratie, c'est un pays qui est entièrement respectueux des droits humains et entièrement respectueux à un régime de l'état de droit. Et à Taïwan, il y a eu de très bons résultats dans la lutte contre le virus sans recourir à des mesures autoritaires. Donc il faut réfuter ce discours-là. Il ne s'agit pas encore une fois de jeter l'opprobre sur le peuple chinois, mais le régime chinois, par sa politique de censure, a une grande responsabilité sur l'éclosion de cette crise. Vous avez cité Taïwan, on aurait pu aussi citer Singapour, Hong Kong ou la Corée du Sud, qui sont des territoires qui s'en sortent relativement bien par rapport à cette crise du coronavirus. Jean-Philippe Béja, est-ce que finalement cette crise sanitaire, est-ce qu'elle pourrait renforcer l'autoritarisme chinois du gouvernement? L'autoritarisme du gouvernement chinois, pardon. Écoutez, c'est extrêmement difficile à dire, bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, on peut justifier, regardez, nous avons réussi à lutter, à résoudre cette crise grâce à notre système de surveillance. Vous savez qu'aujourd'hui, on s'inquiète beaucoup justement de la reconnaissance faciale, du rôle aussi important de la vidéosurveillance en Chine, qui permet de suivre tous les citoyens et donc de suivre les opposants éventuels. Évidemment, l'interdiction de tout rassemblement qui permet aussi de renforcer le système autoritaire. Alors ça, c'est un des aspects. On verra un peu ce qu'il en est plus tard quand la crise sera effectivement terminée. Mais il faut dire aussi qu'elle a permis elle a permis l'éclosion d'un certain nombre de critiques vis-à-vis du pouvoir que l'on ne voyait plus depuis l'avènement de Xi Jinping et notamment depuis son deuxième mandat en 2017. Donc, les demandes très ouvertes et très évidentes de liberté de la presse, de liberté d'information ont été quand même quelque chose de très important. Il y a eu énormément de critiques vis-à-vis de Xi Jinping et de la concentration du pouvoir entre ses mains. Donc, je crois que, si vous voulez, comme disait le président Mao, se divise en deux. D'un côté, ça risque de renforcer effectivement la dictature du Parti communiste chinois en montrant qu'il est efficace, mais en même temps, ça a montré la faiblesse et la fragilité de Xi Jinping, qui a pris toutes les manettes en main et qui donc risque d'être responsable quand une crise éclate comme celle-ci. Alors, il y a eu des demandes très claires de liberté de la presse, de liberté d'expression, de liberté d'information. Je crois que ça ne va pas être oublié immédiatement et il est encore trop tôt pour savoir si le régime aura été renforcé par cette épreuve
ou si au contraire ce sera justement le commencement de la fin pour Xi Jinping. On parle déjà beaucoup de mécontentement à son égard, de réactions très fortes, y compris au plus haut niveau, contre la direction et la concentration du pouvoir entre les mains de Xi Jinping. Il est un peu tôt pour en parler. Disons que là, en ce moment, la Chine est en train d'essayer de faire une grande opération de soft power, qui est un autre aspect de la politique qu'a mise Xi Jinping en place depuis son arrivée, et que cette opération de soft power, il faut bien le dire, elle fonctionne relativement bien, étant donné la manière dont nos pays cette épidémie. Je crois qu'il faut dans la gestion de la crise que nous avons rencontrée. Merci Jean-Philippe Béja en direct donc depuis Paris. Une dernière petite question pour vous, Cédric Alvianic. Vous êtes donc le directeur du bureau d'Asie du Sud-Est, d'Asie de l'Est, pardon, de Reporters sans frontières. Vous nous parlez donc de responsabilité politique, pas vraiment, une responsabilité dans le fait que le virus a pu se développer en Chine et a pu sortir des frontières chinoises, certainement. Et je pense que ce qu'on peut conclure de cette crise, c'est que la liberté de la presse en Chine, comme dans tous les autres États autoritaires, c'est pas le problème des Chinois, c'est le problème de tous les États. Et c'est la responsabilité de la communauté internationale dans son ensemble qui doit se mobiliser et faire cesser ces pratiques parce que c'est un danger pour tous les États et pour le monde entier. Merci à tous les deux d'avoir participé donc à cette première partie de ce Mag Inter consacré donc à la Chine et cette crise du coronavirus. On va marquer une courte pause. On revient tout de suite après avec Nicolas Begart, professeur de communication politique à Sciences Po Paris, à l'IEX et à l'ULB pour analyser les dessous des communications politiques en cette période de crise. À tout de suite. Deuxième partie de ce Mag Inter consacré donc évidemment au coronavirus. Avec nous depuis Bruxelles, Nicolas Begart, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes donc professeur à Sciences Po Paris, à l'IEX et à l'ULB, professeur de communication politique. Alors depuis le début de la crise sanitaire, Nicolas Begart, l'OMS a une seule certitude, la pandémie a pris naissance à Wuhan, en Chine, sur un marché d'animaux entre novembre et décembre 2019. Pourtant, le gouvernement chinois relaie maintenant plusieurs interrogations sur les réseaux sociaux et médias du monde entier. Et si c'était les États-Unis qui avaient fait le coup, comment expliquer finalement, Nicolas Begart, cette stratégie chinoise ? On a quand même l'impression d'assister à une propagande digne des pires complotistes. Alors l'attitude de la Chine, elle traduit sa détermination à contrôler son image, une image mondiale à tout prix et par tous les moyens. Alors on a vu qu'en Chine, on avait déployé une véritable campagne de relations publiques. Alors en plus de punir les médecins et les dissidents qui osaient critiquer la réponse du gouvernement à l'épidémie, les autorités chinoises se sont attaquées également, on l'a vu, aux critiques étrangères de sa gestion de la pandémie et a également muselé le débat sur les réseaux sociaux. Alors, on a vu également que certains journalistes ont été expulsés récemment, des journalistes américains, ce qui représente une escalade assez importante dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Et la Chine a pris ses décisions en guise de représailles contre la décision de l'administration Trump de limiter le nombre de reporters de médias contrôlés par le gouvernement chinois sur le sol américain. Vous parlez donc de cette nouvelle crise entre les États-Unis et la Chine après la crise commerciale qu'on a eue donc il n'y a pas si longtemps. Alors que l'OMS a volontairement choisi pour la maladie le nom de Covid-19, donc un nom qui ne mentionne aucun pays en particulier, eh bien on assiste depuis Washington avec Mike Pence ou encore Donald Trump qui emploient régulièrement des termes mentionnant ce virus comme le virus chinois. Est-ce que ça, c'est pas une sorte de réponse américaine aux accusations chinoises ? Très clairement, l'administration de Donald Trump a cherché à détourner l'attention de sa mauvaise préparation au Covid-19 en rappelant constamment que le virus était originaire de Chine. Alors, c'est vrai que Trump est habitué à ce type d'éléments de langage, à réétiqueter les choses. Alors, il parle de virus chinois pour bien souligner la culpabilité des autorités chinoises. Et puis, l'objectif, c'est bien sûr de faire porter aux autorités chinoises une part de responsabilité dans la propagation du coronavirus. Et bien sûr, les autorités chinoises y voient une stigmatisation et ça va effectivement à l'encontre de l'avis de l'OMS. Alors, ça a également attisé les tensions raciales et une sorte de sectarisme à l'égard
Chine asiatique, alors que la pandémie appelle des solutions transnationales. Alors, en parlant de stratégie chinoise, on l'a évoqué en première partie d'émission, mais cette aide apportée aux pays touchés, que ce soit des médecins ou des masques, comment est-ce qu'on pourrait l'analyser? Ce serait quoi, une stratégie politique? Est-ce qu'il y a une finalité économique derrière ça? Alors, il y a d'abord une volonté d'assurer ses arrières. Le problème dans cette histoire, c'est que finalement, cette communication de crise, elle ne colle pas du tout avec la campagne permanente que mène un Donald Trump depuis son élection. Et donc, on le voit très bien chez Donald Trump. On voit d'ailleurs le même type d'attitude chez un Bolsonaro au Brésil. Donc, finalement, les leaders climato-sceptiques sont également corona-sceptiques, on pourrait dire. Donc, d'une certaine manière, cette séquence de crise ne leur convient pas du tout. Et il y a une forme d'impréparation et on essaye, là encore une fois, d'utiliser des stratégies de communication que l'on emploie normalement dans un contexte partisan, dans un contexte de campagne électorale, mais qui, dans une séquence de crise, ne sont pas du tout adaptées et ne rassurent pas la population. On le voit très bien, compte tenu des mesures menées par les différents gouverneurs des États américains qui ont pris le devant là où le gouvernement et là où l'administration Trump tarde à réagir. Alors Nicolas Boyard, pour en revenir au cas de la Chine, donc pour parler de ces masques et de ces médecins qui sont envoyés par exemple en Italie, comment est-ce que vous analysez cette communication chinoise, cette communication politique? C'est quoi? C'est un geste de la main vers les autres pays? C'est quoi? C'est pour se déculpabiliser? Comment est-ce que vous l'analysez? Alors ça fait là aussi partie de cette campagne globale de relations publiques, une volonté de se profiler comme acteur de premier plan. Alors à la fois gommer peut-être les atermoiements, les hésitations qu'on a connues au début au démarrage de la crise en Chine, et donc oublier cette séquence de malgestion et montrer que là aussi on a peut-être aujourd'hui pris une sorte de leadership au niveau mondial dans la réaction rapide à ce type de pandémie. Donc là où peut-être auparavant la solidarité prévalait entre États européens, voire même entre les États-Unis et l'Europe, on voit aujourd'hui que c'est la Chine qui prend les devants et qui fait montre d'une solidarité. Donc c'est aussi une forme de soft power que les autorités chinoises déploient dans cette crise. Alors un autre élément marquant de cette crise, c'est bien sûr cet extrait du discours du président français Emmanuel Macron. On l'écoute et on en parle juste après. Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. De jour comme de nuit, rien ne doit nous en divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites. Nous sommes en guerre, il a quand même répété 6 fois durant son discours Emmanuel Macron. C'est comme une formule de communication politique assez brutale, assez catastrophiste. Même, est-ce qu'on peut y déceler une sorte de technique de communication politique, Nicolas Beggart? Alors en communication, on appelle ça le framing. Donc le framing, c'est apposer un cadre d'interprétation sur une actualité politique ou sur une séquence de crise comme celle que nous traversons aujourd'hui. Alors évidemment, le ton, il est martial, il est guerrier, nous sommes en guerre, et on observe donc un basculement vers un champ lexical qui permet ensuite d'envisager d'autres détails comme la médecine de guerre, donc des choix ad hoc qui sont faits par le gouvernement français et qui permettent peut-être là aussi d'agir dans une réalité qui n'est pas celle de tous les jours, et puis des choix qui s'opèrent aussi au front. On utilise là aussi le vocabulaire guerrier, le personnel médical qui parfois également est présenté comme chair à canon. Alors là, c'est plutôt pour critiquer les mesures du gouvernement. Donc il y a bien sûr un danger à utiliser ce registre-là, ce champ lexical guerrier. Il tranche évidemment avec celui utilisé par d'autres leaders. On pense bien sûr à notre première ministre Sophie Wilmès et peut-être également au registre lexical qui est utilisé par Angela Merkel, qui est plutôt pragmatique et qui privilégie des éléments factuels. Alors vous parliez de Sophie Wilmès, est-ce que ce genre de crise finalement ne redonne pas un certain aura à l'homme ou à la femme politique? On l'a vu avec un engouement après donc le discours d'Emmanuel Macron du côté français, mais aussi l'un des meilleurs exemples finalement se situe pas si loin de nous avec justement Sophie Wilmès et un hashtag qui a circulé sur les réseaux sociaux, Keep Sophie. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors oui, c'est un phénomène vraiment intéressant à analyser. Alors on a vu que dans un temps record, Sophie Wilmès
a réussi en tout cas, à établir une stature de femme d'État. Il faut bien comprendre que le leadership en temps de crise, il est différent que dans, je dirais, des séquences plus traditionnelles de la communication politique. On demande aux leaders politiques d'agir en manager de crise, donc de superviser les opérations, d'agir également comme leader qui fixe un cap, de coordonner les efforts de communication, de défendre son équipe et surtout d'éviter la confusion entre communication de crise et communication partisane. Et donc tout ça, évidemment, doit être incarné par une figure d'autorité qui fait autorité. Et visiblement, Sophie Wilmès a réussi à imposer son style. Le but, là encore une fois, c'est de communiquer avec prudence, d'éviter aussi d'entraver le travail des spécialistes, des gestionnaires, de privilégier une communication plutôt succincte, plutôt factuelle, peut-être puisant moins dans le registre de l'émotion, comme c'est le cas chez Emmanuel Macron, et aussi surtout de dépolitiser la communication, donc d'asseoir une stature au-dessus des partis, une stature suprapartisane, donc celle d'un homme ou d'une femme d'État, plutôt qu'un homme ou d'une femme de parti. Et c'est les ingrédients qu'on trouve également dans la communication d'une Sophie Wilmès, également le besoin de répondre au souci de transparence. On l'a vu avec les cartes blanches qui ont été échangées dans différents médias récemment. Et tout ça, évidemment, relève de ce qu'on appelle l'incarnation. Donc on doit incarner cette fonction. Et puis, on le voit également en Belgique, il y a une répartition des tâches qui est assez intéressante entre, d'une part, la Première ministre et puis, de l'autre part, notre roi, le souverain, qui, lui, pratique une gestion plus émotive, émotionnelle de la crise. Donc avec l'empathie qui bien sûr est l'un des éléments qui doit être toujours mis en avant par la communication royale, avec les encouragements, la motivation. On l'a vu dans son discours très court d'il y a quelques jours. Donc là, il y a un partage des tâches qui est assez clair, là où peut-être dans d'autres pays, comme en France, un Emmanuel Macron incarne les deux fonctions, la fonction symbolique et à la fois celle de manager de crise, et ça ne fonctionne pas toujours très bien. Merci Nicolas Begart d'avoir participé à ce magazine international. On va marquer une dernière page de pub avant d'attaquer la dernière partie de ce Mag Inter, les fake news et les différentes théories du complot liées au coronavirus. C'est juste après ça avec Vincent Flibustier, le fondateur du média parodique Nord Presse. À tout de suite. Troisième partie de ce Mag Inter lié à la crise du coronavirus. Avec nous, Vincent Flibustier, bonjour. Bonjour. Vous êtes par Skype, bien entendu, puisque vous respectez scrupuleusement les mesures de confinement. D'ailleurs, merci pour ceci. Merci de prendre le temps de participer à cette émission. Les fake news au sujet du coronavirus sont légion à présent sur les réseaux sociaux. Vincent Flibustier, je vous propose de découvrir ce reportage de Justine Chabal. Une vidéo de Cat Antonio a fait le buzz sur Facebook et sur Twitter. Une vidéo remplie de fake news. On regarde ça tout de suite et on analyse ça juste après. Des millions de vues en quelques heures à peine, les rumeurs sur le Covid-19 se répandent presque aussi vite que le virus lui-même. Dans cette vidéo largement relayée sur Facebook, un internaute prétend avoir trouvé un brevet qui prouverait que le Covid-19 a été inventé en 2004. Seulement, ce brevet déposé par l'Institut Pasteur n'est pas lié à cette épidémie, mais à celle du SRAS qui a sévi en 2003. L'heure est grave. L'heure est très grave. On nous dit la vérité. Quand j'allume ma télé, je suis pas si sûr. Face à l'ampleur de cette vidéo, l'Institut Pasteur a dû publier un communiqué de démenti. Si l'on parle de coronavirus, il s'agit de la famille de virus et non pas de la souche qui circule actuellement dans le monde. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Le voilà le brevet. Le voilà le brevet. Voilà ce qui est en train de nous tuer aujourd'hui. J'incrimine personne, je ne suis pas là pour ça. Le brevet, vous l'avez là. L'argumentation s'appuie sur un document de 320 pages. Il est présenté comme étant le brevet du SRAS-CoV-2, virus à l'origine de la pandémie. Mais il ne s'agit pas d'un brevet, mais d'une déclaration d'invention qui est un document public et libre d'accès. 2003, on trouve des traces d'un fascicule d'un brevet européen. Oui, vous avez bien entendu. J'ai un fascicule dans les mains, comme quoi il y a bien un brevet européen indiquant nouvelle souche de coronavirus, d'accord, associée au SRAS et à ses applications.
Autre erreur liée à une confusion terminologique, la vidéo prétend que c'est un brevet de l'actuel coronavirus, sauf que le document fait référence au virus du SRAS-CoV-1, identifié en 2003. Le virus s'est confondu avec le SRAS-CoV-2, virus responsable du Covid-19. Ils ont tout expliqué. J'ai des tests. Des tests ont été faits sur les souris, d'accord ? Des tests ont été faits sur des lapins, où des antidotes ont été testés avec succès. Le document ne détaille non pas la création d'un virus, mais celle d'un projet de vaccin qui n'est jamais devenu un vaccin définitif. Des essais cliniques sur des animaux ont été effectués mais n'ont jamais été faits sur l'homme. Pour l'instant, les chercheurs de l'Institut Pasteur sont mobilisés pour trouver un vaccin à l'actuel SRAS-CoV-2. Alors, selon ce Cat Antonio dont la vidéo a été vue des millions de fois, Vincent Flibustier, le Covid-19 serait une invention de l'Institut Pasteur. Alors, c'est un ramassis de non-sens, on l'a dit dans le reportage. L'Institut Pasteur a même dû faire un communiqué pour s'expliquer. Ils ont d'ailleurs déposé plainte. Alors, qu'est-ce qui explique que cette vidéo-là, en particulier celle-ci, eh bien, elle ait pu faire le buzz comme ça, Vincent Flibustier ? Mais écoutez, je l'ai revu là, l'extrait en même temps que vous, et franchement j'étais en train de me marrer tout seul dans ma chambre tellement c'est absurde. Mais je pense que de manière plus sérieuse, la manière dont on peut se dire pourquoi est-ce que ça fonctionne, c'est qu'en fait aujourd'hui il y a une défaillance de nos gouvernements, je pense, et des médias aussi d'une certaine manière, qui cherchent parfois à trier trop l'information, et c'est ça qu'on retrouve chez ces gens qui sont des gilets jaunes, et la crise des gilets jaunes a démarré comme ça aussi, chez des gens qui vont chercher eux-mêmes la vérité. Et c'est le problème des théories du complot, c'est que les gens n'ont plus confiance en ce qu'on nous diffuse, et ils vont aller chercher de l'information ailleurs. Mais s'ils ont un manque de confiance aujourd'hui, on le voit en France comme en Belgique, prenez sur la question des masques, c'est parce que clairement on a caché des choses aux gens, parce qu'ils n'ont pas pu assumer leurs conneries. Et moi je me dis depuis des années, que ce soit dans le monde médiatique ou le monde politique, le meilleur truc à faire c'est de dire désolé on a merdé. Et je crois que sur cette crise, à plein de niveaux, c'est désolé on a merdé. Et préparer les erreurs, c'est pour ça qu'on fait ça. Et aujourd'hui, les gens sont dans le flou. Et alors, évidemment, ils se ruent sur... Enfin, ce document est d'une absurdité telle que ça me désole par rapport aussi à l'éducation qu'on a en général et l'éducation à l'esprit critique des gens. Et je pense que les médias devraient plus, justement, décortiquer ce genre de documents. Et c'est pas mal, en fait, que ce gilet jaune ait fait cette vidéo et ait montré ça. Parce que finalement, là, on pense un truc très intéressant parce qu'on a des gens qui ne partagent pas juste des fake news débiles de premier plan très, très basiques. On a des gens qui se créent eux-mêmes leur théorie du complot parce qu'ils recherchent, mais ils recherchent mal. Et donc, on doit apprendre aux gens, c'est le rôle des médias et des politiques, d'apprendre aux gens finalement à trouver l'info eux-mêmes, à la traiter. Et je crois que les journalistes ont trop tendance à vouloir garder ce métier-là pour eux. Or aujourd'hui, trier l'info, les gens vont le faire eux-mêmes. Il faut juste les accompagner à ça. Pour justement, je crois que douter, c'est extrêmement important, mais il faut douter correctement avec une méthode scientifique et c'est pas ce que font ces gens. Il faut pas empêcher les gens de douter, il faut leur apprendre à douter correctement. Et du coup, voilà, je pense que finalement, on peut se tirer vers le haut et on peut en apprendre beaucoup du buzz de cette vidéo. Alors vous le dites, douter, c'est important. Alors vous m'avez donné accès aux chiffres de vos fake news spéciales coronavirus, donc du côté de Nord-Presse. On se rend compte que voilà, pour tomber dans le panneau de vos fake news à vous, il faut limite le faire exprès. Je vais vous en citer quelques-unes. Premier décès du coronavirus de 3 balles dans la tête. Michel Sardou est atteint du Connemara virus. Des morts du coronavirus qui reprennent vie et attaquent les médecins. Bref, on est un petit peu dans la fake news qu'on pourrait appeler bon enfant, loin des thèses conspirationnistes dangereuses pour le citoyen lambda. On pense par exemple aux fake news qui peuvent être liées par exemple à la vaccination. On sent qu'il y a quand même un désir chez vous d'éduquer par l'erreur. Par contre, quel regard vous portez sur les théories, les vraies théories conspirationnistes qui circulent quand on voit ce Cat Antonio? Finalement, c'est quelqu'un qui pense avoir raison, mais qui surtout veut donner sa vérité à tous. Mais oui, mais je pense que là, à la fois, on a envie de se foutre de lui de base. Je pense qu'il faut essayer de pas en rester que là. Mais il y a quand même un moment, il y a un véritable échec de tout le système d'éducation, que ce soit à l'école ou par les médias ou par le politique ou d'éducation à la citoyenneté et même à l'esprit critique de base en général. Enfin, sur cette théorie du complot-là, si l'Institut Pasteur ou quelqu'un a voulu relâcher une larme bactériologique dont ils auraient en plus les antidotes, on ne le ferait pas par les circuits traditionnels en publiant ça. Il le dit lui-même, c'est ça qui est formidable. Mais ça fait quand même partie d'une certaine... Je veux dire, ce discours-là, il pourrait pas passer s'il n'y a pas une certaine méfiance au niveau de la population par rapport à justement des sources qui, a priori, peuvent paraître plus fiables. On a quand même l'impression que parfois, le discours d'une personne lambda a plus de poids que celle d'une institution qui est plutôt officielle. Oui.
Bah, oui, tout à fait. Je pense que ça vient là aussi. On peut le prendre en prenant juste les gens comme des misérables cons, en regardant les gilets jaunes ou des gens comme ça de haut. Où on peut se dire, est-ce que justement, c'est pas, pour moi, c'est la faillite de tout un système de genre d'élite, comme certains aiment se surnommer comme ça carrément, qui en fait ont complètement coupé court avec la population. Et c'est vrai que pour moi, les médias doivent se remettre en question. Et je pense que vous vous remettez en question, les médias se remettent en question en se disant, mais mon Dieu, ce type dans sa cuisine fait 20 fois l'audience qu'on a. Et en fait, il arrive à faire rentrer dans la tête des gens beaucoup plus de trucs importants que ce que nous on essaie de diffuser, alors qu'on fait du bon travail et on fait du travail journalistique. Et soit on doit abattre la personne, soit on doit empêcher les gens d'avoir accès à Internet, soit on doit se remettre en question. Et je pense qu'il faut surtout pas tirer sur les gens et il faut pas censurer Internet. Il faut essayer de se tirer vers le haut, parce que de toute façon on n'arrivera pas à empêcher la diffusion de ces conneries. Alors- Il faut prendre le temps, se dire que ça va prendre des années, mais malheureusement on le voit avec Trump, on le voit avec le Brexit, on le voit avec tout un tas de montées de populisme partout. Si on s'y prend pas maintenant, dans 20 ans c'est le chaos partout dans le monde, c'est plus possible et on y est déjà en fait. Et Vincent Fibustier, une chose à laquelle on doit faire quand même attention, c'est les réseaux sociaux. Quelle importance justement les réseaux sociaux dans la prolifération de ce genre de fake news, de théories conspirationnistes? Ben, il y a un très très gros rôle que joue aujourd'hui, et tout le monde a un petit peu tombé de haut en voyant l'impact que ça pouvait avoir, des chaînes de messages audio ou texte, voire des images qui sont diffusées sur WhatsApp par exemple, ou transférées en message sur Messenger. Les deux sociétés, que ce soit WhatsApp ou Messenger, appartiennent à Facebook, et je pense qu'il y a une responsabilité ici de Facebook qui est complètement défaillante, puisqu'en fait, lorsqu'on transmet un message via WhatsApp ou via Messenger, on perd la source originale, et du coup on a l'impression, si je vous partage une lettre où il est indiqué, oh c'est le fils d'un ami qui m'a dit que, ben quand vous le partagez, finalement vous devenez l'ami, etc. Et du coup c'est un vrai problème. En fait, on a confiance, et les fake news se partagent énormément parce que finalement ça circule énormément dans d'autres cercles familiaux, mais à chaque fois que l'information est diffusée, comme ces vieilles chaînes de mail ou même ces vieilles chaînes de lettres qu'on avait même avant Internet pour les plus anciens, évidemment, vu qu'on les reçoit de quelqu'un de confiance, on en a plus confiance. Et du coup, effectivement, les gens vont plus croire pour des informations leurs voisins ou leurs sœurs, même quand il s'agit d'informations médicales, qu'un expert à la télévision. Et c'est pas normal. Moi, j'ai pas confiance en ma mère quand il s'agit de coronavirus. J'ai confiance en un médecin, en un média traditionnel. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont plus confiance en leur entourage qu'en des gens qualifiés. C'est absolument aberrant, quoi. Alors justement, pour en revenir au coronavirus, selon vous, quelles sont les raisons de l'explosion des théories du complot concernant justement ce Covid-19 ? Parce que vous qui créez des fake news un petit peu du matin au soir, un sujet de pandémie mondiale avec des relations difficiles entre la Chine et les États-Unis, avec des gouvernements qui mentent, qui falsifient les chiffres, c'est du pain béni pour vous. Ben oui, c'est du pain béni, et je pense que c'est du pain béni pour tous les gens qui veulent justement déstabiliser un petit peu nos pays. Je pense qu'en Russie, en Arabie Saoudite, en Chine et aux États-Unis, on doit se marrer. Enfin, on flippe un peu partout, mais on doit aussi se marrer à quel point les populations sont malléables aujourd'hui. Franchement, c'est complètement effrayant, et je pense que on avait connu un petit peu ça au moment des attentats, d'abord de Paris et puis de Bruxelles, où en fait, on est dans une période de crise et de, comme on dit, infobésité, machin. On voit les vues des sites internet d'information et des chaînes de télé explosent, et en fait les gens ont envie de se nourrir d'infos à crever, et du coup ils sont beaucoup moins critiques que d'habitude aussi, parce que tout le monde a peur, et je crois que c'est le climat général fait ça, et c'est vrai que c'est un climat qui est extrêmement porteur pour la diffusion de conneries, parce que l'esprit critique des gens est en berne, étant donné qu'on est dans la peur, on est dans une situation unique dans l'histoire de notre siècle, voire de l'humanité, et du coup on perd un peu nos repères en fait. Je crois que voilà, c'est pour ça qu'il faut d'autant plus accompagner les gens et les protéger aussi. Je pense que la crise sanitaire qu'on vit aujourd'hui, c'est une crise où il y a des gens qui sont confinés chez eux avec des violences conjugales, c'est une crise où on a des gens qui se retrouvent seuls, c'est une crise où on a des gens qui se retrouvent seuls intellectuellement aussi et socialement, et qui vont se perdre, et il faut pas les oublier, tous ces gens-là. Alors pour en revenir aux fake news, une dernière petite question très rapidement s'il vous plaît, Vincent Fibustier. Est-ce qu'on a un moyen de les reconnaître, ces fake news ? C'est quoi le premier réflexe à avoir ? C'est quoi ? C'est vérifier la source, essayer de les recouper ? Oui, c'est ça, le premier réflexe à avoir, vraiment, c'est de regarder déjà s'il y a une date sur le contenu qu'on vous envoie. Aujourd'hui, c'est quand même vachement important parce que les situations évoluent tous les jours. Donc, si on vous envoie un message un jour, il peut devenir complètement faux le lendemain. Et regardez surtout d'où ça vient. Et effectivement, si vraiment par essence, vous n'avez pas la source qui a publié ce message au début, que ce soit dans une conversation WhatsApp, Messenger ou autre, ou une capture d'écran que vous voyez passer, foutez ça directement à la poubelle. Ensuite, si vous avez une source, essayez de la remonter, essayez de voir si la personne qui diffuse ce message concernant la situation dans un hôpital, si son profil Facebook est public, allez voir s'il est
s'ils travaillent vraiment dans cet hôpital, ça vaut le coup vraiment de se renseigner. Et après, peut-être ce qu'on peut faire, et je pense que ce qui est important, c'est de, si on voit passer ce genre de message, c'est de les envoyer à des médias, justement pour leur demander de vérifier si on n'a pas envie de vérifier soi-même, et attendre qu'il y ait une vérification avant de se lancer dedans. Et là-dessus, malheureusement, il y a aussi un truc qui fait que les gens sont très très méfiants aujourd'hui, c'est que si vous regardez l'histoire de la chloroquine et du professeur Raoult, effectivement, dans le discours médiatique global, il est passé pour un dingue panoramix du village d'Astérix à maintenant le sauveur de l'humanité. Et pour certains médias, ils sont vraiment passés de l'un à l'autre et les gens ne comprennent plus rien. Et moi-même, je doute complètement dans cette histoire et du coup, je m'abstiens de partager trop de choses là-dessus. Mais c'est vrai que sur cette histoire, par exemple, moi aussi, je doute complètement. C'est tout ce qu'on me raconte, quoi. Oui, c'est logique, hein, vu que certains de ses collègues ont aussi décidé de penser autrement, ils ont changé d'avis aussi, donc évidemment, on attend cette information. Aussi, pour compléter ce que vous dites, il existe un certain nombre de sites de vérification d'informations, on pense bien sûr à Check News, on pense au Décodeur, on pense à l'AFP Factuel, donc voilà, il existe quand même des armes. Il y a également le projet INVID, de vérifier des images et des vidéos. Et les vidéos, aujourd'hui, ça devient vraiment l'enjeu essentiel. Et le projet INVID, donc INVID, marche très très bien. Il y a une extension pour navigateur. Prenez-la, c'est cool. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Vincent Fibustier. Bon courage dans la suite de Nord-Presse. On espère découvrir encore d'autres titres qui vont nous faire un petit peu rigoler en ces temps moroses. Merci d'avoir suivi ce magazine international. Tout de suite, l'information continue sur LN24.